Je vais débuter mon propos par la présentation du rapport sur le budget de l'État en 2024, le RBDE, qui, comme son nom l'indique, porte uniquement sur le budget de l'État. En février dernier, je vous présentais notre rapport sur la situation d'ensemble des finances publiques. Il qualifiait l'année 2024 comme celle d'une dérive inédite des finances publiques, principalement en raison d'une forte dynamique des dépenses des collectivités locales et des dépenses sociales. Le constat était un peu plus nuancé s'agissant de l'État et notre rapport publié aujourd'hui le confirme. Le RBDE revient sur le déficit budgétaire toujours très élevé de l'État, qui accroît le besoin de financement et la dette au terme de l'exercice 2024 que je qualifierais de chaotique. Dans ce contexte, le déficit budgétaire de l'État a atteint 156 milliards d'euros en 2024. Soyons clairs, c'est un mauvais résultat. Il est supérieur de 9 milliards d'euros à l'objectif fixé en loi de finances initiale pour 2024. Il s'améliore certes de 17,1 milliards d'euros par rapport à 2023, mais c'est vraiment le minimum, car la quasi-extinction des mesures exceptionnelles prises pour faire face à la hausse des prix de l'énergie représente justement une moindre dépense de 17 milliards d'euros. Il reste par ailleurs très élevé et très éloigné du niveau constaté avant la crise sanitaire. Je rappelle que le déficit budgétaire en 2019 était de 92 milliards d'euros. Il est aussi supérieur à celui de l'année 2022, qui était marqué par le déclenchement de la guerre et la montée de l'inflation au lendemain de la crise Covid. Ce niveau de déficit très élevé toujours a plusieurs causes. Il est principalement imputable à la conception même du projet de loi de finances pour 2024. Ce dernier, nous l'avons dit, était établi sur des bases peu réalistes. Nous avions jugé que la prévision de croissance initiale, qui était de 1,4%, était élevée. C'était même le moins que nous puissions dire, puisque le consensus des économistes sur la croissance était alors de 0,8%. La partie recettes reposait sur cette prévision de croissance surestimée. Elle a été abaissée de 0,4 points dès février 2024. Elle reposait sur des prévisions élaborées à l'été 2023, qui étaient nettement trop optimistes en termes d'évolution spontanée des grands impôts. Une sorte de double surestimation, en quelque sorte, de la croissance, mais aussi de son effet mécanique sur l'assiette des impôts, qui a entraîné un écart majeur entre prévision et réalisation. Je vais y revenir. Dans sa partie dépenses, la loi de finances initiale manquait singulièrement d'ambition. À part la fin de quelques mesures exceptionnelles que j'ai citées, aucune réforme structurelle n'était inscrite dans le projet de loi de finances, en dépit des revues de dépenses qui avaient commencé dès le début de l'année 2023. À ces deux faiblesses de la LFI s'est ajoutée vite l'ombre portée des très mauvais résultats de l'exercice 2023. La dégradation de 2023 n'a été pleinement mesurée qu'en toute fin d'année, ce qui explique que l'effet de base qu'elle a engendré ne pouvait en effet être que partiellement anticipé, mais cela a eu un effet très clair, à savoir que les objectifs de la loi de finances initiale pour 2024 sont devenus inatteignables avant même, et vous le savez aussi bien que moi, mesdames et messieurs les députés, que commence l'exercice. Dans ces conditions, une loi de finances rectificative en février ou en mars 2024 eût été non seulement logique, mais nécessaire pour tirer les conséquences des résultats de 2023 et sauver en quelque sorte le solde 2024 et avec lui la crédibilité de notre trajectoire. Le gouvernement, en faisant le choix de ne pas déposer de projet de loi de finances rectificative, même si ce choix, je ne vais pas le discuter, il était peut-être contraint par une situation politique, s'est privé du seul vecteur qui eût permis un réel ajustement des recettes. À la place, il a mis en œuvre, incontestablement, une stratégie de gestion serrée et sous tension des crédits du ministère. Il a notamment pris deux décisions un peu contradictoires. D'un côté, l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits en février 2024 et quasi simultanément en mars 2024, le report entrant de 16 milliards d'euros de crédits. C'est ce qui nous fait caractériser dans le rapport l'année 2024 de gestion un peu erratique et de pilotage à vue en matière de crédit budgétaire. Par la suite, la succession que vous connaissez de reports, de gel, de surgel, de rabots a donné, c'est vrai, des résultats visibles en termes de maîtrise des dépenses, mais l'économie in fine n'est pas pérenne. Et j'y reviendrai. La conséquence de ce déficit toujours très élevé, c'est un besoin de financement et une dette de l'État qui continue d'augmenter et qui atteignent des niveaux toujours plus préoccupants. Le besoin de financement de l'État atteint 305 milliards d'euros en 2024, supérieur de 85 milliards d'euros avant la crise sanitaire. Dans ce contexte, l'encours de dette continue d'augmenter. C'est mécanique, avec un déficit permanent et toujours croissant à financer. À la fin de l'année 2024, l'encours total de la dette de l'État a atteint 2602 milliards d'euros. Il a donc progressé de 1075 milliards d'euros en 10 ans, de près de 780 milliards d'euros depuis 2019. C'est colossal,
et ça pose la question du coût de cette dette dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés. De surcroît, vous savez que est intervenue une dissolution de l'Assemblée qui a été sanctionnée par les marchés avec une augmentation des intérêts décaissés de près de 5 milliards d'euros pour atteindre 46,5 milliards d'euros. Je ne parle que de l'État, bien sûr. Je rappelle à cet égard que la dernière mesure des taux français à 10 ans était de 3,26%, que le spread avec l'Allemagne est toujours à près de 80 points de base. Nous ne sommes plus dans une décennie miraculeuse quand les taux baissaient tellement que la dette augmentait sans que son coût se ressente. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Et ça va aller en s'accélérant. Je mets ça dans votre viseur, mesdames et messieurs les députés. On en parle moins que du déficit, qui correspond à la nouvelle dette. Mais d'ici 2030, l'État devra avoir renouvelé 50% de son encours. C'est 1 300 milliards d'euros. Et il le fera à un taux d'intérêt qui sera très supérieur à celui qui avait été émis il y a 10 ans. Et donc, ça aura un impact sans aucun doute sur le service de la dette. Notre rapport analyse ensuite plus finement les composantes de ce solde. Je débuterai par les recettes fiscales. Après une nette baisse de plus de 7 milliards d'euros en 2023, elles augmentent légèrement en 2024, ce qui les porte à 325,7 milliards d'euros. Progression à relativiser, qui est d'abord très modeste, puisqu'elle est inférieure à la croissance du PIB, et qui est tirée uniquement par des hausses d'impôts et non par une dynamique d'ensemble. Au-delà de cette relative progression par rapport à 2023, ce qui est surtout frappant à mes yeux, c'est que les recettes fiscales en 2024 sont, je ne vous apprends rien, très nettement inférieures aux prévisions de la loi de finances. Depuis 5 ans environ, des écarts importants sont constatés entre prévision et exécution des recettes fiscales, mais les mauvaises surprises en matière de recettes ont particulièrement marqué ces 2 dernières années. Il y a notamment un écart considérable en 2024 qui provient de multiples facteurs. Je dirais qu'il s'explique, nous l'évaluons aux 2/5 par l'effet de base des mauvais résultats de 2023. Les 3/5 restants proviennent de l'optimisme des prévisions en LFI 2024. L'évolution spontanée plus faible que prévu a pesé sur les recettes fiscales nettes à hauteur de 19,2 milliards d'euros, dont 10,2 milliards d'euros sur le seul impôt sur les sociétés. Pour n'en citer qu'un, l'écart de prévision sur cet impôt est considérable. Il représente 17,8% de son produit final. En miroir, les mesures nouvelles de périmètre et de transfert de fiscalité ont permis d'augmenter les recettes fiscales nettes de 3,6 milliards d'euros en 2024, soit 5,6 milliards d'euros au-dessus de la prévision de la LFI pour 2024. J'ai déjà eu l'occasion de le préciser de votre commission d'enquête, dont les résultats ont été dévoilés hier. Il est inconcevable, à mes yeux, de conserver de telles incertitudes dans les prévisions qui sous-tendent nos trajectoires de finances publiques. Il faut impérativement revoir profondément notre façon d'élaborer nos prévisions. J'y reviendrai dans la présentation de l'avis du HCFP. Je dirais tout de même qu'une exigence de réalisme et même une forme de prudence doivent guider les prévisions macroéconomiques. On sait toujours que faire d'une bonne surprise, alors que les mauvaises surprises sont de plus en plus complexes à absorber. C'est une question de lucidité et de volonté politique. La volonté politique, c'est peut-être ce qu'on cherche pour réduire effectivement et durablement les dépenses de l'État au cours de l'année 2024. La normalisation du contexte économique à l'automne 2023 aurait dû conduire à une action résolue pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires et intégrer les économies structurelles inspirées par les revues de dépenses déjà lancées par le gouvernement. Force est de constater que ça n'a pas eu lieu. Les dépenses de l'État ont certes diminué en 2024 de 11,3 milliards d'euros pour s'établir à 443,4 milliards d'euros, mais cette baisse s'explique d'abord par la résorption des dispositifs exceptionnels de soutien face à la hausse des prix de l'énergie pour 17,3 milliards d'euros et aussi par de bonnes surprises, notamment sur la charge de la dette, qui a diminué facialement, notamment grâce à l'inflation. En parallèle, les autres dépenses ont augmenté de 10,6 milliards d'euros, presque autant qu'en 2023. Donc je dirais que pour ce qu'on appelle le cœur de la dépense, c'est pas bon, pour être tout à fait clair. Au-delà de ces grandes masses, le pilotage que nous qualifions à vue du gouvernement et la gestion erratique des dépenses a permis d'annuler un total de 17,8 milliards de crédits sur l'année. Mais ces annulations ont en partie servi à compenser le dépassement de certaines dépenses à hauteur de 8 milliards d'euros. Seule la différence, soit près de 10 milliards d'euros, a permis de limiter l'ampleur du dérapage sans pouvoir toutefois l'empêcher. L'ensemble de nos analyses converge donc vers un impératif, toujours le même, que je ne cesserai de répéter et marteler jusqu'à ce qu'il soit finalement pris en compte. Il est urgent que l'exercice des revues de dépenses engagées début 2023 prenne enfin l'ampleur, la portée nécessaire pour enclencher une véritable révolution, en tout cas une profonde évolution
de la dépense publique, qu'ils permettent de renforcer la qualité de cette dépense, qu'il étaye de manière crédible le projet de loi de finances pour 2026, dont la préparation, si j'ai bien compris, commence maintenant. Nous faisons d'ailleurs une recommandation en ce sens dans notre rapport. Dans le contexte du plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques annoncé par le gouvernement en mars, il serait utile d'inclure dans les documents budgétaires pour chaque mission un tableau qui récapitulerait l'évolution de la dépense entre la loi de finances initiale de l'exercice et le projet de loi de finances pour l'exercice suivant, avec 3 facteurs: l'évolution tendancielle des dépenses, les dépenses nouvelles et les économies proposées. Ça a l'air simple comme ça, mais ça aurait le mérite de la lisibilité de la politique budgétaire qui doit reposer sur des choix explicites et transparents. Je pense que ce serait très utile à la représentation nationale. J'en viens à présent à la certification des comptes de l'État. La certification consiste à donner une opinion sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes. C'est une prérogative de puissance publique déterminante pour apprécier la situation financière réelle de l'État et de la sécurité sociale. Comme vous le savez, la Cour consacre des moyens importants à cette mission consacrée par la LOLF. M. Soubeyran, derrière moi, pilote l'équipe en question. Elle donne l'assurance au Parlement, mais aussi plus largement à l'ensemble des citoyens, que les comptes de l'État sont bien réguliers, sincères et fidèles, comme exigé par l'article 47.2 de la Constitution. C'est une mission au service de la transparence des chiffres pour les citoyens. Je suis désolé, et pour être honnête, franchement agacé, que pour la 19e année consécutive, les comptes de l'État ne soient pas en mesure d'être certifiés sans des réserves très significatives. Notre rapport, intitulé Acte de certification, mentionne 5 anomalies significatives, c'est-à-dire des points sur lesquels nous estimons que les comptes sont sous-évalués ou surévalués de plusieurs milliards d'euros. Il mentionne également 11 insuffisances d'éléments probants ou des incertitudes. C'est des points sur lesquels nous sommes incapables de réconcilier les chiffres qui figurent dans les comptes avec ce que nous savons par ailleurs des finances de l'État. Il y a donc en tout plusieurs dizaines de milliards d'euros de différence. Alors 2 incertitudes ont disparu par rapport à l'opinion de 2023, mais 2 nouvelles sont apparues, ça fait toujours 16. Les points qui fondent actuellement l'opinion avec réserve de la Cour peuvent se répartir en 2 catégories. Ceux sur lesquels la fiabilisation des chiffres requiert d'importants travaux d'administration, et ceux qui correspondent, il faut le dire, à un refus persistant de l'administration d'appliquer les principes et les normes comptables qui sont communément acceptés. C'est compréhensible que l'administration ne puisse pas mener de front tous les travaux importants qui permettent d'améliorer la fiabilité des chiffres, mais il est anormal qu'elle se refuse à corriger des anomalies de comptabilisation. J'aimerais vous faire part, mesdames et messieurs les députés, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur, s'agissant des suites, ou plutôt de l'absence systématique de suites qui sont données à l'acte de certification que nous publions annuellement. Les réserves formulées par la Cour ne sauraient être prises à la légère ou contestées. Elles devraient au contraire faire l'objet de toute l'attention de l'administration pour les faire disparaître. En quelque sorte, là, nous jouons vraiment le rôle de commissaire aux comptes de l'État et de la sécurité sociale. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu une longue expérience dans le privé, c'est pas mon ADN. Mais j'ai quand même suffisamment fréquenté d'entreprises pour imaginer une grosse entreprise, et nous sommes une très très grosse entreprise, dans laquelle le commissaire aux comptes refuserait de certifier les comptes, ça arrive, ou le ferait avec des réserves importantes, et où les organes de gouvernance de la boîte diraient on s'en fiche. C'est bien ce qui se passe là. Ça n'est pas possible. Et dans ces conditions, je dois dire que la Cour s'interroge vraiment sur l'évolution de sa position à l'occasion des comptes de 2025. La logique d'accompagnement des efforts de l'administration, qui a été la sienne depuis la première publication des comptes de l'État en 2006, a peut-être, sans doute, atteint ses limites. En l'absence de progrès significatifs en 2025, notamment sur la résolution des anomalies significatives, la Cour pourrait être amenée à tirer les conséquences dans son opinion, en cohérence avec les normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère, autrement dit, à refuser de certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale. J'ai écrit hier une lettre en ce sens aux 2 ministres chargés de l'économie et des comptes publics, parce que, franchement, pardonnez-moi ce mauvais poil, ça suffit. C'est pas possible. Nous consacrons à cela cette mission qui nous vient de la Constitution et de la loi des moyens significatifs. Nous produisons des États sérieux, ça doit être respecté. Parallèlement à ces 2 rapports, je change de casquette. Le Haut Conseil a rendu aujourd'hui même 2 avis que je vais vous présenter. Je débuterai par l'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024. Dans cet avis, je me permets de dégager 3 messages. D'abord, je reviens sur l'ampleur de la dégradation des comptes publics en 2024, qui constitue, je le redis, une année noire pour nos finances publiques.
Le déficit, vous connaissez les chiffres, le déficit public de toutes les administrations a continué de se creuser l'année dernière. Il a augmenté de 0,4 points de PIB par rapport à 2023 pour s'établir à 5,8 points, soit presque 170 milliards à la fin de l'année 2024. Pour mémoire, il était de 5,4 points de PIB en 2023 et de 2,4 points de PIB avant la crise sanitaire de 2019. Dans le détail, les dépenses publiques ont connu une hausse de 3,9% en valeur. En volume, le cœur de la dépense, c'est-à-dire la dépense hors charge d'intérêt, hors mesures exceptionnelles de soutien de crise, a connu sa plus forte progression sur les 10 dernières années. En parallèle, la croissance des prélèvements obligatoires de plus de 2,4% est moins forte, également moins rapide que la croissance du PIB. In fine, la dette grimpe de 3 points et s'établit à 113 points de PIB, pendant une période où, au contraire, tous nos partenaires, et y compris les plus proches, je pense à l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne avait déjà des comptes très sains, l'Italie est en train d'assainir les siens, ont fait des efforts considérables. Nous avons continué en quelque sorte comme si le quoi qu'il en coûte se poursuivait après les crises. La crise sanitaire, où il était entièrement justifié. La crise énergétique et inflationniste, où il était pour nous moins justifié. Ensuite, on est hors crise. Et néanmoins, ça continue à filer. Et ça file plus que jamais. Notre alerte tient en quelques mots. Le PLF 2024, qui avait vocation à amortir cette dégradation, est une occasion manquée. Le Haut Conseil a donc examiné les différents facteurs qui expliquent cet écart considérable hors période de crise. Il tient d'abord et avant tout au prélèvement obligatoire. L'écart aux prévisions en matière fiscale est de 40 milliards d'euros, dont plus de 20 milliards pour les recettes fiscales nettes de l'État, que j'évoquais tout à l'heure. L'écart s'explique pour moitié par le résultat dégradé en 2023, plus attendu qu'en PLF 2024, mais aussi pour l'autre moitié par des rendements plus faibles que prévu. Ce phénomène est particulièrement marqué, vous le savez, pour deux impôts, l'impôt sur les sociétés, avec un écart de 15 milliards, et la TVA, avec une différence de 12 milliards. Le HCFP avait déjà alerté sur les hypothèses particulièrement optimistes du gouvernement sur la TVA, que ce soit en termes de progression spontanée, mais aussi sur les hypothèses de croissance. Sur l'IS, c'est vrai que ce n'était pas prévisible. Mais néanmoins, on peut aujourd'hui constater, ça fait partie, j'imagine, de vos travaux, qu'on a perdu contact avec le rendement de l'IS et qu'il faut absolument améliorer les prévisions en la matière, trouver des pipers, en quelque sorte, de la situation des entreprises qui permettent d'anticiper ce type de dégradation. Le second facteur tient aux dépenses, plus élevées qu'anticipées, mais oui, avec un écart de plus de 13 milliards d'euros de dépenses par rapport au PLF 2024. Sur ces 13 milliards, plus de 7 milliards, soit plus de la moitié, résultent du dynamisme des dépenses locales. Et au sein de ces 7 milliards de dépenses locales, la quasi-totalité concerne, je le dis parce que j'entends souvent les collectivités locales, nous sommes les premiers investisseurs du pays. Et c'est vrai, mais ça tient surtout aux dépenses de fonctionnement. Alors, là-dessus, le Haut Conseil avait quand même noté dans son avis que les prévisions pour 2024, qui donnaient un chiffre de baisse de 0,5%, étaient optimistes et qu'elles n'étaient pas fondées sur des mécanismes ni de concertation ni contraignants avec les collectivités locales. Si on veut que les collectivités locales soient incitées vraiment à réduire leurs dépenses, il faut trouver les voies et moyens pour qu'il y ait des mécanismes qui le garantissent. Sinon, il n'y a pas de garde-fou. Voilà ce que nous constatons. En résumé, l'aggravation très préoccupante de nos finances publiques nous retarde dans le redressement de notre trajectoire, malgré la gravité de la situation et l'entrée de la France, vous le savez, en procédure pour déficit excessif au titre de l'année 2023. Le second message, c'est le déclenchement du mécanisme dit de correction prévu par la loi organique sur les lois de finances. Vous le savez, et je le rappelle, lorsque le déficit structurel au cours de l'exercice est supérieur de plus de 0,5 points de PIB à la cible prévue par la LPFP, l'écart doit être considéré comme important au sens de la LOLF et le mécanisme de correction doit être activé. C'est manifestement le cas pour l'exercice 2024, puisque l'écart entre le déficit structurel réalisé de 5,32 points de PIB et le déficit structurel prévu par la LPFP de 3,7 points s'élève à 1,5 points. Par ailleurs, en 2024, les circonstances exceptionnelles reconnues par le pacte de stabilité et de croissance, qui prévalaient après la crise, ne s'appliquaient plus. C'est ce qui explique d'ailleurs l'entrée de la France en procédure pour déficit excessif. L'activation de ce mécanisme de correction, théoriquement, contraint le gouvernement à présenter des mesures pour réduire de façon significative le déficit structurel et revenir aux objectifs de la LPFP. On est quand même obligé de constater que la trajectoire de la LPFP est devenue obsolète en réalité dès sa première année d'entrée en vigueur, compte tenu du dérapage majeur des finances publiques en 2023. Les effets de ce mécanisme risquent donc d'être virtuels, ce qui montre une faille dans notre gouvernance. En vérité, ce n'est pas du côté du mécanisme de correction qu'il faut trouver les voies et moyens. Il serait utile que le gouvernement présente une nouvelle loi de programmation conforme à la trajectoire du PSMT. D'ailleurs, je ne méconnais pas les difficultés pour ce faire, mais
Je suis là pour remplir, là encore une fois, notre mission au terme de la voie politique. Enfin, troisième message important, à notre avis, sur ce PLRG, le Conseil a examiné pour la première fois la présence de biais sur les prévisions macroéconomiques et de finances publiques, en application de la loi organique modifiée en 2021 et de la loi du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Conseil des finances publiques que vous avez votées. Nous avons apprécié les écarts représentés sur 20 ans. Le premier constat est celui d'un biais positif dans les prévisions de croissance du gouvernement, notamment sur la consommation des ménages. En moyenne, hors les années de crise 2009, 2020, 2021, la prévision de croissance du gouvernement est supérieure de 0,4 points de PIB à la croissance réalisée. Je me félicite que ce biais soit légèrement réduit depuis la création du HCFP à 0,3 points de PIB depuis 2014. Et donc, ça incite le gouvernement à plus de réalisme dans ses prévisions. Mais la prévision du gouvernement reste quand même un peu optimiste en moyenne. Et ça montre qu'on ne peut pas en rester là, qu'il faut améliorer, c'est l'objet de votre commission d'enquête, les conditions de prévision. S'agissant uniquement des années 2021-2024, sur lesquelles nous avons mis naturellement une focale un peu plus précise, le Conseil observe que la prévision de croissance a eu tendance à excéder la réalisation. Il note cependant que le début de cette période était marqué par les crises sanitaires puis énergétiques, ce qui justifie le maintien de la clause de circonstances exceptionnelles. Dans ce contexte, le Haut Conseil ne conclut pas une distorsion importante des prévisions de croissance sur ces 4 années, mais je rappelle que nous ne pourrions pas faire le même constat, évidemment, pour la prévision de croissance pour 2024, compte tenu du fait qu'elle était exagérément optimiste dès la base. S'agissant des prévisions de finances publiques, les écarts entre prévision et réalisation sont moins marqués sur la longue durée. Les prévisions de solde public du gouvernement se situent en moyenne hors année de crise à un niveau proche de leur réalisation. En incluant les années de crise, l'écart moyen entre prévision et réalisation du solde public est de 0,6 points de PIB. Toutefois, en l'absence de crise majeure, l'écart a été très élevé, encore une fois sur les 2 dernières années, 0,5 points en 2023, 1,4 points de PIB en 2024, ce qui montre leur caractère quand même assez extraordinaire, au sens propre du terme extraordinaire. Face à ces différents constats, je crois que nous avons le devoir collectif d'être plus lucide, plus responsable, plus réaliste dans l'établissement des prévisions. C'est un exercice très difficile, personne ne le nie. Nous devons ouvrir le capot des mécanismes que nous utilisons. Nous devons nous interroger sur la performance et sur l'adaptation au contexte particulier de ces prévisions aux dernières années, au contexte des dernières années. À minima, il faudrait engager des études pour consolider les modèles de prévision, non seulement modèles en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de TVA, mais aussi sur les autres recettes fiscales de l'État. Le poids de ces dernières augmente, alors que l'État ne perçoit désormais qu'une part minoritaire des recettes de TVA, le reste étant transféré. Mais ça n'explique pas tout. L'indépendance des prévisions en France doit être aussi mieux garantie de manière systémique. J'ai cru comprendre que ce n'était pas totalement la conclusion de la commission d'enquête, pas totalement la vôtre, Monsieur le Président. Je me permets ici d'exprimer l'opinion du Haut Conseil. Je crois, moi, très informé de ce sujet tout de même, puisque si les 12 dernières années, j'en ai passé 2 à Bercy, commissaire des finances, 5 à la Commission européenne comme commissaire en charge, 5 maintenant à la Cour des comptes, je crois qu'il faut libérer cet exercice de tout volontarisme excessif du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, je parle de tout gouvernement, parce que c'est une tendance assez naturelle, finalement, que de croire en ce qu'on fait et de vouloir le pousser en avant. Et je pense que ça rendra à l'administration sa capacité à travailler de façon sereine et objective. Et dans l'Union européenne, c'est le rôle précis des institutions budgétaires indépendantes, donc du HCFP en France, que de garantir la qualité des prévisions et de les tenir éloignées d'une forme d'hubris du politique, plus ou moins poussée, mais toujours un peu naturelle. C'est la raison pour laquelle je préconise, nous préconisons, parce que c'est la position du HCFP, pas la mienne personnelle, de renforcer son rôle pour le rendre plus contraignant. Il y a un éventail de solutions qui existent. Je suis pour ma part convaincu qu'un processus de validation des prévisions macroéconomiques des finances publiques et du gouvernement par le HCFP devrait être instauré à minima selon un mécanisme de comply or explain. Ce qui veut dire que ce mécanisme, appliqué ou expliqué en français, permettrait, en cas de réserve du Conseil sur une prévision, que le gouvernement soit tenu de la rectifier ou d'expliquer pourquoi, notamment devant vous, pourquoi il ne la modifie pas, dans un délai bien sûr compatible avec les délais parlementaires. On pourrait aller plus loin, mais c'est vraiment pour moi le minimum. En tout état de cause, il conviendrait également d'élargir et de renforcer le mandat du HCFP, ainsi que son accès à l'information. Il est nécessaire de lui laisser des délais réalistes. Je vais venir en dernier avis pour rendre ses avis, de supprimer son interdiction d'autosaisine qui restreint
son accès aux informations les plus utiles. Je crois d'ailleurs que votre commission d'enquête, sur ce point-là, est arrivée aux mêmes conclusions en préconisant de renforcer l'information du Haut Conseil et du Parlement et de supprimer l'interdiction d'autosaisine du HCFP. Je considère que le Haut Conseil est avant tout, en la matière, un allié du Parlement et que s'appuyer sur lui permet d'avoir un avis objectif d'un tiers de conscience. Je ne comprends pas bien pourquoi garder le monopole à Bercy serait en la circonstance la solution la plus appropriée. Je plaide par ailleurs depuis plusieurs années pour étendre le mandat du HCFP une compétence d'analyse de la soutenabilité de la dette. Ça contribuerait, à mon sens, à renforcer la crédibilité du cadre des finances publiques. Ce serait par ailleurs totalement en ligne avec la nouvelle gouvernance européenne qui repose précisément sur cette analyse de soutenabilité. J'en termine par la quatrième publication de notre journée, le second avis rendu par le Haut Conseil, celui sur le rapport d'avancement annuel, le RAA, du PSMT, le programme structurel de moyen terme. Vous voyez, on enjolive les sigles. Nous avons été saisis pour la première fois du rapport d'avancement annuel de ce RAA, qui a été adopté, le PSMT, en Conseil le 21 janvier dernier, qui est le document qui remplace l'ancien programme de stabilité. Je salue, au passage, le choix du gouvernement d'avoir saisi le Haut Conseil pour avis sur ce rapport, alors que les règles européennes ne l'imposaient pas. C'est un choix de transparence qui est salutaire, de la même manière que je m'étais félicité d'être saisi du PSMT initial en octobre dernier. Toutefois, je parlais des conditions de travail du HCP, je regrette les conditions très dégradées dans lesquelles nous avons été sollicités pour rendre cet avis, dans des délais extrêmement réduits, de 6 jours, qui sont inférieurs au délai minimal de 7 jours pour d'autres avis, avec des changements de calendrier de dernière minute. Et évidemment, ça fragilise l'exercice de la mission du Haut Conseil. Il faudrait quand même qu'on puisse lui donner les bonnes conditions de travail pour être pleinement utile. Avant d'aborder le cœur des messages du Conseil dans cet avis, je souligne que le PSMT travaille d'abord sur la trajectoire de dépenses primaires nettes, dont le respect doit nous permettre de ramener le déficit sous le seuil de 3% du PIB en 2029, et que le HCFP fixe cette trajectoire pour toute la période 2025-2029, alors que les programmes de stabilité entérinaient après année les déviations constatées, ce qui manquait de crédibilité, ce qui veut dire, en l'occurrence, que le PSMT, ou plutôt le RAA, est centré sur le suivi de l'exercice passé, sur l'exercice en cours, et ne fait pas de spéculation excessive pour l'avenir, et donc que les quelques informations de la 2025, mais j'en parlerai quand même, sont limitées. 4 grands messages. 1. Dans un environnement macroéconomique international incertain, la prévision de croissance de 0,7% n'est pas hors d'atteinte, même si nous soulignons l'accumulation de risques à la baisse. Le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement doit en effet être apprécié au regard d'un haut niveau d'incertitude pour 2025. Je ne fais pas de tableau dessin. Les annonces tarifaires, le contexte en Ukraine, l'escalade entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte, le gouvernement a révisé sa prévision de croissance pour 2025 à la baisse, 0,7 points contre 0,9 précédemment, pour tenir compte de la situation internationale. Ce n'est pas hors d'atteinte, je le redis. On peut avoir 0,7. Je ne fais pas du tout la même observation que l'an dernier sur le 1,4. Pas du tout. Mais tout de même, ça dépasse les prévisions annoncées par certains organismes, Rexocode et OFCE, que nous avons auditionnés, ainsi que celles du consensus des économistes. Par ailleurs, la croissance française est exposée à une accumulation de risques à la baisse en 2025, ce qui pourrait la fragiliser. Et d'autres hypothèses qui composent le scénario macroéconomique pour l'année 2025 apparaissent elles aussi légèrement teintées d'optimisme. L'inflation, 1,4, c'est un peu élevé. La prévision de croissance de la masse salariale, 2%, un peu haute également. La prévision de salaire moyen, un peu haute à 2,4%. D'ailleurs, voilà, cette année, ce qu'on observe, c'est un peu. Alors, on a quand même corrigé les biais massifs, mais c'est toujours un peu optimiste. Et quand c'est un peu optimiste, le risque d'être un peu, le résultat risque d'être un peu dépassé. Ce serait bon qu'à un moment donné, on soit vraiment réaliste, voire un peu prudent. Notre deuxième message porte sur les prévisions de finances publiques. L'objectif de déficit public de 5 points de PIB en 2025 peut être tenu, mais il est loin d'être acquis. Concernant les prélèvements obligatoires, le gouvernement prévoit une hausse de recettes de 2,1% en 2025, qui repose pour près de la moitié sur des mesures nouvelles instaurées cette année à hauteur de 23 milliards d'euros, dont certaines sont réputées temporaires. L'autre moitié sur une prévision d'évolution spontanée des recettes un peu élevée et l'abandon de certaines hypothèses de prudence s'agissant du rendement de certains prélèvements.
Bref, nous estimons là-dessus que les marges de prévision en recettes apparaissent limitées et que les rendements des prélèvements obligatoires seraient directement exposés en cas de concrétisation de risques macroéconomiques, mauvaise surprise. Donc là, il nous semble que ça a été mieux évalué que l'an dernier, mais c'est un peu optimiste. S'agissant de la prévision des dépenses, on table sur une progression de 1,3% en volume, moins élevée qu'en 2024, qui ne permettrait pas tout de même de réduire le poids des dépenses publiques dans le PIB. On est obligé de constater que c'est vraiment sur l'État que la dépense est contenue, à 0,5 points en volume. Et il y aura des renforcements de cela avec la loi de finances, avec les nouvelles mesures de gel annoncées. Ça laisse peu de marge de manœuvre à l'État pour le financement des dépenses imprévues, par exemple pour le secteur de la défense, où le Premier ministre a annoncé un effort de quelques 3 milliards d'euros supplémentaires pour l'année prochaine. En résumé, l'ajustement du déficit public de 5,8 à 5,4 requiert une stricte maîtrise des dépenses, directement pilotable par l'État, des dépenses sociables, mais aussi que le ralentissement récent des dépenses locales se poursuive. Donc c'est un peu optimiste. Disons qu'en tout cas, c'est tenable, mais que c'est vraiment... voilà. Il y a des risques là aussi. En conséquence, la dette publique progresserait encore de 3 points de PIB en 2025 pour atteindre un ratio de plus de 116 points de PIB, qui est économiquement et moralement insoutenable. Comme le disait le Premier ministre hier, on ne peut pas faire surporter aux générations actuelles et futures nos dépenses de tous les jours. J'en arrive au troisième message de notre avis, sur le rapport d'avancement du PSMT, qui porte sur le respect, ou plutôt le non-respect de la trajectoire de croissance de la dépense primaire nette, qui est un engagement à l'égard de l'Europe. Je constate que le taux de croissance de la dépense primaire nette est prévu à 0,9 points en valeur en 2025, tandis que le Conseil plafonnait cette hausse à 0,8. C'est un peu plus. Et il nous semble que que le gouvernement devrait respecter strictement la limite d'évolution annuelle en 2025. Enfin, dernière observation, le Conseil s'est penché sur la trajectoire du PSMT pour les années 2026-2029, malgré les informations assez logiquement limitées dont nous disposons pour ces années. Nous faisons un double constat. D'abord, la trajectoire de diminution des déficits sous le seuil des 3% du PIB à l'horizon 2029 requiert des efforts qui devront être répartis sur l'ensemble des administrations publiques. D'autre part, le respect de cette trajectoire nécessite la mise en œuvre de réformes et d'investissements qui sont nécessaires au soutien de la croissance et de l'emploi. Compte tenu des nombreux aléas que j'ai mentionnés, l'exercice de prévision économique pour les prochaines années appelle à beaucoup de modestie, a fortiori à un horizon de moyen terme. Le scénario de PIB potentiel qui est présenté, 1,2% jusqu'en 2028, 1% en 2029, nous apparaît raisonnable. Je rappelle qu'en théorie, nous n'avons pas le choix sur les réformes, que les réformes sont la condition de certaine flexibilité dont la France bénéficie pour son PSMT actuel, notamment la période étendue à 7 ans pour lisser les efforts à venir, donc il faut les poursuivre. S'agissant du scénario de finances publiques, le déficit continuerait de baisser jusqu'à moins de 3% en 2029. En revanche, le ratio d'endettement continuerait de s'accroître en 2026 et 2027 et son infléchissement ne débuterait qu'à partir de 2028. C'est un scénario qui permet de garder à peu près le contrôle des finances publiques tout en finançant les investissements prioritaires sans affecter notre potentiel de croissance. Mais le Haut Conseil réitère ses précédentes alertes. Les mesures nécessaires à l'atteinte de ces objectifs particulièrement exigeants restent entièrement à préciser et crédibiliser. Et vu l'ampleur des économies nécessaires, ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs les députés, les efforts doivent être continus et renouvelés chaque année. Les ajustements structurels à réaliser sont considérables. C'est 0,9 points en 2026, c'est 0,7 points par an jusqu'à la fin de la période. Pensez aux efforts qui sont faits pour passer de 5,8 à 5,4 cette année. Et donc, c'est un challenge, un défi. Mais je ne cesserai de le marteler et de le répéter, nous n'avons pas le choix. Cette trajectoire, que je sais compliquée, que nous savons fragile à plusieurs écarts, doit impérativement être respectée. Il faut en franchir chaque marche, année après année, bien que chacune d'entre elles soit très abrupte. Je voudrais juste rappeler quelques principes, étant entendu qu'en démocratie, ce n'est pas une institution indépendante de fixer les objectifs, les voies, les moyens pour respecter notre trajectoire budgétaire. C'est à vous-même, mesdames et messieurs les parlementaires, en lien avec le gouvernement. Donc je me contente de quelques principes qui peuvent guider notre action collective. La lucidité sur notre situation tout d'abord, la nécessaire volonté politique de la traiter, qui semble réelle, enfin, l'alliance du réalisme et de la prudence, s'agissant des prévisions économiques de notre trajectoire, l'indispensable révolution de la dépense publique, enfin, qui requiert des économies intelligentes et structurelles, ni tronçonneuses, ni rabots. Les coups de rabot sont rarement efficaces et jamais constructifs. Je me tiens
maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, en vous remerciant Merci de votre Pierre patience et Moscovici. attention. C'était long, mais c'était nécessaire puisque vous aviez plusieurs sujets à nous communiquer.